Alors, je suis pas Charlie et j'en miele tous ceux qui le sont. Bah oui. Et aujourd'hui, je suis même parti pour les emmieler bien profond et dans les grandes largeurs. Car voyez-vous, je les connais un peu, ces Charlie de mes deux. Leur insistance à être désagréable, leur fanatisme et leur esprit messianique ont mis sur leur cas mon attention et ont aiguisé ma sainte méchanceté. Dites-leur que l'attentat du 7 janvier 2015 est un peu plus complexe que ce que raconte la version officielle, et ils vous taxeront tout de suite de complotistes, catégorie bien commode pour ne plus rien écouter et passer à autre chose en toute tranquillité. Mais les petits loups, j'ai envie de leur dire, les complots, ça existe, vous savez. Il y en a plein d'exemples, partout, tout le temps, depuis la cour de récréation, la famille, les amis, les voisins, en passant par les relations de travail, dans le business, dans les affaires, dans les élections, et jusque, bien évidemment, aux arcanes secrètes du pouvoir. Il y a des petits complots, et puis il y a des gros complots. Certains sont éventés, en totalité ou en partie, et d'autres restent secrets. Certains autres sont supposés, ce sont des hypothèses. Mais il n'en reste pas moins que le complot, l'intrigue, est une donnée tout à fait banale des sociétés humaines, une donnée récurrente et qui revient même avec une régularité tout à fait fastidieuse. Complot, le mot complot signifie tout simplement intrigue, intelligence qui lie des personnes entre elles. Et quoi de plus banal, en effet, qu'un projet porté par quelques personnes qui s'entendent et qui s'accordent à ne pas le rendre public, ce projet, et leur intelligence autour de ce projet. Si on veut commencer par établir des faits sociologiques, eh bien celui-ci est indéniable. C'est du tangible, c'est du chiffrable, c'est du documentable. Et à quoi donc, dans ces circonstances, renvoie l'accusation de complotiste quand elle est lancée? À quelqu'un qui voit les complots, qui les devine mieux que la moyenne des gens? Bien évidemment non, puisque ce mot complotiste fait cesser en étant prononcé toute forme de discussion raisonnée. On n'écoute jamais les arguments des complotistes, ou on ne les écoute que d'une oreille, parce qu'on est prévenu contre leur contenu et qu'on ne veut pas laisser voix à leur pénétration à l'intérieur de nos cerveaux. Peut-être en redoute-t-on les effets. Il y a donc toute une espèce de machinerie complexe de processus mentaux défensifs, de réflexes conditionnés, de convocation express des grandes catégories du bien et du mal. Une sorte de pare-feu comportemental et cognitif qui nous garantit d'accueillir trop près de nos pensées intimes ces arguments dangereux, déroutants et déstabilisants pour l'ordre du monde auquel on croit et auquel on tient. Et à cet endroit de la dialectique se place l'opération de prestidigitation psychologique à l'origine de la désignation péjorative de complotiste. Parce que déroutants et déstabilisants, ils ne le sont, ces arguments, que lorsqu'ils s'approchent trop près de nous. Il ne faut donc pas les laisser approcher, il faut les repousser, les éloigner, les rejeter au loin, c'est-à-dire les renvoyer d'où ils viennent, au plus près de ceux qui les véhiculent, qui sont les hôtes de ces thèses, j'ai nommé les complotistes eux-mêmes. Et oui, les complotistes sont par rapport à leur thèse dans une position de victime. Ils sont empoisonnés par le venin lent de leurs arguments fallacieux. Leur jugement est obscurci par le spectacle trompeur qui s'offre à leur crédulité. Leur raison est gangrénée par la jouissance d'avoir raison, justement, de voir. Eux, ils voient, et ils sont enfin aveuglés par le poison de cette haine qui leur coule dans les veines, cette haine qu'on leur suppose. Voilà pourquoi il ne peut jamais y avoir de discussion dépassionnée sur les arguments même avancés par les complotistes. Ces arguments sont des patates chaudes, des bombes à retardement, des poisons à effet retard qu'on se refourgue à la hâte sans vouloir les accueillir dans le creux de sa pensée. Mais ça va plus loin que ça aussi. Le complotiste est notre miroir, notre frère tombé en déshérence. Il a succombé à ce à quoi nous avons échappé, et il est donc devenu pour nous le grand malade. Complotiste est effectivement le nom d'un trouble psychiatrique. Et toute discussion sur les faits est par là éludée au profit d'une enquête sur les motivations supposées ou avérées du dit complotiste. Accepter de discuter sérieusement avec un fou ou avec quelqu'un affecté d'une forme de folie, même légère, est bien sûr une expérience irrationnelle.
Or, comment nous laisserions-nous aller à la folie puisque nous savons bien que nous ne sommes pas des fous? Le complotiste évolue donc hors de la sphère de la normalité mentale. Et l'anticomplotiste, quant à lui, est ce petit animal qui règne sur une normalité étriquée, qui se gargarise, qui se félicite d'être en bonne santé, qui se garantit de l'infection et qui s'effraie à grands cris de l'ampleur de la pandémie, qui avoue ne pas comprendre, mais qui ne fait pas pour autant plus d'efforts pour comprendre. L'anticomplotiste est pour la reconduction du monde tel qu'il est, tel qu'il a toujours été et tel qu'il l'a toujours connu. C'est le grand conservateur entre tous. C'est l'homme de la matrice, qui vit dans la matrice et qui défend la matrice, bec et ongle, coûte que coûte, comme on défend sa mère. Faites ce que vous voulez après, hein. On est en démocratie, la liberté d'expression, blablabli, blablabla, mais que vous touchiez à un seul des éléments du système, de la structure, que vous portiez atteinte à la pensée matricielle d'une façon quelconque, et vous les verrez tous, ces tranquilles conservateurs, se transformer en zélotes fanatisés de la cause du bien contre les assauts du mal. Toute personne que nous n'avons pas débranchée est potentiellement un agent. Je suis pas Charlie et je t'en miel. Je suis Charlie, comme disait Dieudonné. Il n'y a pas de censure en France, la liberté d'expression, laissez-moi gaulerie, comme disait la chanson. Quelle est donc cette force qui me contraint ici à ne pas reproduire exactement les paroles de l'humoriste Dr Esquenel? Et d'autres phrases que je ne prononcerai pas, d'autres thèmes que je n'aborderai pas puisqu'ils tombent sous le coup du délit d'opinion, réprimé dans notre pays avec une sévérité exemplaire qui n'est pas de mise pour les atteintes aux biens et aux personnes. Mais la réalité de l'anticomplotiste est à la fois encore plus triste et plus banale. C'est un être soumis, non pas à des contraintes qui lui viennent de l'extérieur et qui pèseraient sur lui comme un joug. Il y a bien longtemps qu'il les a intériorisées, ces contraintes. Il est soumis à l'ennemi de l'intérieur qui a pris le contrôle de sa foi, de sa vision du monde, qui gère ses pensées et son conditionnement mental. Il est toujours porté à l'acceptation de l'ordre du monde. Chez lui, pas de révolte, pas de curiosité, pas de réflexion. Il est comme le Dédale de la mythologie grecque, l'architecte de sa propre prison cognitive et sensorielle. Prison qu'il s'ingénie à rendre avec les couleurs du bonheur. C'est un esclave qui trouve qu'il a quand même drôlement de la chance d'être autorisé à chanter en travaillant pour ses maîtres, d'avoir un grabat confortable pour passer ses nuits avec une connexion Internet, une pitance qui lui remplit la panse et qui lui réchauffe le corps, une femme qu'il peut caresser et qui lui murmure des choses tendres. Pour ce qui est des coups de fouet, ils sont, ma foi, partis de sa vie d'esclave. Et tant qu'ils ne sont pas trop fréquents, tant qu'il peut s'expliquer en quoi il les a mérités ou en quoi ils sont inévitables, eh bien, ma foi, un jour passe et le suivant arrive. Mais mesdames et messieurs qui m'écoutez, et pour ne pas dépasser le format habituel d'un épisode de La Culture c'est de la miel, qui est de 10 minutes, eh ben, je vais aujourd'hui m'arrêter ici dans ma chronique. C'est bien dommage car j'étais lancé et j'étais parti pour aller très loin. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai décidé d'innover. Vous aurez cet épisode de 20 minutes en 2 parties. Une première aujourd'hui et la seconde jeudi prochain, car je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je publie 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi. Et au passage, j'en profite pour glisser un petit message de mon directeur de publication. Alors le voici, si l'émission vous plaît, mettez-lui un like s'il vous plaît, abonnez-vous et surtout partagez-la auprès du plus grand nombre. Ben oui, moi je m'en soucie pas beaucoup en général de ce genre de choses, mais mon directeur de la publication m'a fait la leçon. Il m'a dit tu fais jamais ta pub, tu fais jamais ton marketing. Et c'est vrai qu'il a quand même un peu raison. Alors même si c'est chiant et même si ça rompt un petit peu l'unité de ton du propos, et ben voilà, je fais ma pub, donc partagez, commentez, etc., etc., partagez surtout. Parce que si je fais ces chroniques, c'est quand même pour être écouté. J'aime bien faire ce que je fais, mais c'est encore mieux avec un public et il faut que le monde sache que la culture, c'est de la miel. Alors, gardez-vous-en! Thank you.